Des dizaines de corps alignés. Les vidéos et les témoignages qui ont filtré d'Iran ces derniers jours, malgré des coupures d'Internet, illustrent la violence du régime contre les manifestants. L'ONU et plusieurs ONG dénoncent une répression effroyable. Les victimes pourraient se compter par milliers. Il y a des informations crédibles faisant état de massacres à l'échelle nationale. Et certains manifestants accusés d'être des ennemis de Dieu risquent la peine de mort. Le régime des mollahs riposte par la terreur. Ce matin, dans une prison de Téhéran, le chef du pouvoir judiciaire a rencontré des manifestants détenus comme cet homme qualifié d'émeutier. Il a promis des procès rapides. Ce sont eux qui décapitent, qui brûlent ou qui immolent des gens. Nous devons faire notre travail sans tarder. Dans le même temps, la télévision d'État a diffusé ce matin ces images de funérailles d'une centaine de membres des forces de l'ordre qui auraient été tués lors de manifestations. Un rassemblement pro-régime massif comme une réponse à Donald Trump qui, depuis 3 semaines, menace d'intervenir militairement. Hier, il a assuré aux manifestants que l'aide était en route. Continuez à manifester. Prenez le contrôle de vos institutions. Près d'un demi-siècle après la révolution qui a chassé du pouvoir le dernier Shah d'Iran, son fils exilé aux États-Unis exhorte les Iraniens et l'armée à faire tomber le régime, avec le soutien des Occidentaux qui l'appellent à l'aide. Ne nous abandonnez pas en tentant de négocier ou d'apaiser un régime qui, depuis 47 ans, terrorise notre nation. Alors cet appel, relayé par une partie de la diaspora iranienne, sera-t-il entendu ? Les Iraniens peuvent-ils s'opposer seuls au régime des mollahs ou une aide extérieure est-elle nécessaire pour le renverser ? Un débat avec 3 invités. Delphine Minoui, bonsoir. Vous êtes franco-iranienne, grand reporter pour le quotidien Le Figaro. Vous avez publié Badiens sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, consécutif à la mort de Mahsa Amini. Et selon vous, si la révolte au départ se voulait pacifique, les manifestants s'attaquent désormais aux symboles du régime ainsi qu'aux forces de l'ordre. Les gens sont à bout, ils ne font que se défendre. À côté de vous, Farid Vaïd, bonsoir. Vous êtes également franco-iranien, co-directeur de l'Observatoire Afrique du Nord et Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Selon vous, la société iranienne ne peut pas à elle seule faire tomber le régime des mollahs. Pour autant, ça ne signifie pas qu'il faut une intervention militaire extérieure. Il y a tout un tas d'autres façons de soutenir les Iraniens. On les évoquera bien sûr au cours de notre débat. Et Bernard Ourcade, bonsoir, géographe, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Orient 21. Selon vous, la protestation en Iran est massive, mais les manifestants ne sont pas unanimes sur les objectifs. Par ailleurs, cette révolte a eu pour effet de gommer les divisions au sein du régime et d'une certaine façon de le réunifier. Et on démarre le débat avec la déclaration du jour, Benjamin. Oui, elle est signée du ministre français des Affaires étrangères à propos donc des violences du régime des mollahs contre les manifestants. Nous soupçonnons la répression la plus violente dans l'histoire contemporaine de l'Iran, estime Jean-Noël Barrot. On parle de centaines, voire de milliers de morts. Farid Vaïd, vous avez eu des contacts sur place, par téléphone, depuis que les communications ont été rétablies ? Non. Ça n'a pas été rétabli. À ma connaissance, les communications ne sont toujours pas rétablies. Ils ont pu, certaines personnes, appeler les Iraniens ou les gens de l'extérieur, mais pas ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas appeler les gens de l'intérieur. Et quelles nouvelles vous avez pu glaner, vous, depuis ces dernières heures, sur ce qui se passe réellement là-bas ? Alors, personnellement, j'ai aucune nouvelle de ma famille. Et si c'est la question, j'ai toujours aucune nouvelle et j'ai toujours aucune réponse sur WhatsApp parce que les messages n'arrivent pas. Donc on voit toujours que les messages ne sont pas arrivés. Les nouvelles que nous avons, c'est les nouvelles qui nous parviennent, notamment par des chaînes comme la BBC Persian ou Iran International, qui arrivent à parler à des médecins dans des hôpitaux en Iran. Et si vous voulez, c'est que des nouvelles extrêmement problématiques. La situation est morbide. On parle de centaines de cadavres dans les hôpitaux. On parle de situations complètement surréelles où des parents vont voir sur des écrans des images de cadavres pour identifier ou pas leurs enfants. Quand tout à l'heure, vous montrez le chef du pouvoir judiciaire iranien et qui qualifie sa propre jeunesse, la jeunesse iranienne, de terroriste et d'ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, dans le droit islamique, c'est un concept bien défini et qui est puni de la peine de mort. Quand il dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il donne le feu vert aux forces de l'ordre et aux partisans du régime de tirer à balles réelles dans la tête des manifestants. Donc la situation actuelle en Iran, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis avec beaucoup de courage pour être libres, pour vivre dans une démocratie. Ils se sont fait tirer dessus à balles réelles. Et comme l'a dit le ministre
Jean-Noël Barrot, c'est le pire massacre des manifestants en Iran depuis les années 80. Depuis 78, quoi. Delphine Minoui, vous n'avez pas plus de nouvelles, vous ? Alors si, j'ai commencé à avoir des nouvelles via des amis iraniens qui sont en France. Qui relayent eux-mêmes les nouvelles. Les parents, les proches les ont contactés. Et j'ai notamment le cas de cette jeune femme iranienne qui a appris en larmes hier la mort de son cousin dans la ville d'Ispahan. Il se trouvait dans une manifestation, il manifestait pour une vie meilleure, tout simplement. Il était pacifique, il n'était pas armé. Et en fait, il a été poursuivi dans une ruelle et on lui a tiré à bout portant 3 balles dans la tête. Il est mort. Et ce qui est terrible, c'est que, et c'est un cas parmi tant d'autres, parce qu'il y a eu aussi ces tirs de rafale en plein dans les foules, des tirs délibérés. Vraiment, on assiste à une militarisation de la répression aujourd'hui, un massacre à huis clos. Et ce qui est terrible encore plus, c'est que non seulement on vous tue, mais une fois que vous êtes mort, on ne vous laisse pas tranquille. Parce que c'est terrible pour les familles qui vont ensuite identifier les corps à la morgue et on leur dit qu'on va leur rendre le corps moyennant une compensation financière qui équivaut à peu près 10 000 €. Vous imaginez ? Et si vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce qu'on vous demande ? De maquiller la mort. De faire passer votre fils ou votre cousin pour un milicien des forces de répression victimes des émeutiers terroristes. Donc c'est tout un ensemble en fait. Et au-delà de ça, il faut rappeler, c'est une dictature de la peur, une dictature du silence. Vous avez des blessés qui se retrouvent dans les hôpitaux et qui risquent à tout moment d'être enlevés par les forces de répression. C'est des gens qui me disent qu'ils reçoivent des textos en leur disant « on sait où vous êtes, on sait où vous allez, on vous a identifié, on peut vous trouver à tout instant ». Et n'oubliez pas, pour parler de la dictature du silence, donc cette coupure Internet qui dure depuis presque maintenant une semaine, sans compter les informations qu'on a reçues hier, qui nous disaient que maintenant ils font la course aux terminaux Starlink, les terminaux qui permettaient encore de faire passer des vidéos. Et là, il y a des rafles à domicile chez les gens. Alors, ceux qui se livrent à la répression, sanguinaires, comme vous l'avez expliqué tous les deux, ce sont les gardiens de la Révolution. On va en parler avec vous. Anna, qui sont-ils ? C'est l'instrument central de la répression de la monarchie. Le corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, c'est l'institution la plus puissante du pays depuis sa création en 1979. On les appelle aussi les Pasdaran. Ils seraient entre 125 et 180 000 hommes selon les estimations et ils dépendent directement du guide suprême. Leur rôle, c'est de protéger et de traquer tous les ennemis du régime iranien. On parle vraiment d'une armée à part entière, en parallèle de l'armée régulière, avec leurs propres capacités terrestres, aériennes, navales. Aux Pasdaran viennent s'ajouter, on le voit ici, 2 autres entités, l'unité d'élite Al-Quds, dédiée aux opérations extérieures et à ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Et puis les Bassidji, des paramilitaires en charge, eux, des opérations sécuritaires internes. Ce sont eux, notamment, qui répriment les manifestations. Leur force, c'est de pouvoir compter sur un réseau de centaines de milliers de civils volontaires répartis absolument dans toutes les strates sociales de l'Iran et dans toutes les régions. Et jusqu'à présent, eh bien, l'influence de ces gardiens de la Révolution, elle se mesurait à leur capacité militaire, politique, économique. Je rappelle qu'ils détiennent 50% des richesses pétrolières et contrôlent de très nombreuses entreprises dans absolument tous les secteurs. Mais aujourd'hui, ils font tout de même face à plusieurs difficultés. La première, c'est qu'ils ont perdu plusieurs hauts cadres lors de la guerre des 12 jours avec Israël. Et la deuxième, c'est qu'il commence à y avoir des dissidences en interne, c'est-à-dire que certains refusent de tirer sur les manifestants. Bernard Ourcade, est-ce qu'on peut imaginer que ça aille jusqu'à des défections ? Et dans ce cas-là, est-ce que ça mettrait sérieusement en danger le pouvoir iranien ? On peut y penser. Ce n'est pas pour demain matin. Mais ce qui est très intéressant, entre guillemets, qu'il faut analyser politiquement, c'est qu'il y a eu une révolte massive, importante et consensuelle en Iran, même si toutes les régions et toutes les catégories sociales n'ont pas manifesté de façon égale. Mais l'ampleur du massacre, quel que soit le nombre, déjà c'est à 600, 700, c'est déjà colossal en 3-4 jours. C'est les effets que ça peut avoir sur justement l'appareil d'État iranien, qui est divisé, qui est dans l'impasse, ne peut plus avancer, l'économie s'effondre, conservateurs et réformateurs s'affrontent et ça donne un match nul dont les Iraniens font les frais. Et les gardiens de la Révolution, ce qui est intéressant, contrairement à ce que vous avez dit, n'ont pas participé directement à la répression maintenant. Et là, le tableau que vous avez montré, oubliez la police. Il y a des forces de police très importantes en Iran, avec leur CRS, l'équivalent, forces anti-émeutes, qui font la répression ordinaire, je dirais. Et les forces de police et de sécurité en Iran sont chapeautées depuis 2021, par un système unique, un commandement unique de la police,
des gardiens de la Révolution, des Bassidji, la force Rhodes, c'est autre chose. Autrement dit, il y a une coordination. Les gardiens de la Révolution sont en train de préparer une éventuelle attaque aérienne des Israéliens. Donc ils sont ailleurs et n'ont pas voulu se mêler de l'Holocauste qu'ils ont fait en Iran. Ils ont mis en avant les Bassidji, qui sont des amateurs, qui donc facilement sont, soit dans certains cas, étant paniqués, ont abandonné le combat, quand Abdallah en particulier, ils ont refusé de combattre et ils ont dit « bon, je m'arrête ». C'est des cas individuels. Mais ces policiers amateurs ne savent pas de combattre. Donc ils ont tiré dans le tas. Résultat, les gardiens de la Révolution sont en dehors. Et ils peuvent dire, même s'ils sont évidemment actifs dans le système, ils peuvent dire « ce n'était pas moi ». C'est eux, bien évidemment, in fine, mais ce n'est pas eux. Donc, ces divisions qu'il y a dans les structures sont importantes pour qu'à l'avenir, effectivement, on puisse voir des failles qui fragilisent le système. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une opposition, il faut aussi qu'il y ait des failles dans le système pour qu'il s'effondre. Et justement, Farid Vaïd, est-ce que vous estimez que le système est en train de se fissurer de l'intérieur, et notamment au sein même des gardiens de la Révolution ? Déjà, je me permets de faire une petite remarque. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas qu'ils tirent dans la foule par amateurisme. Je pense au contraire qu'ils tirent parce que c'est un choix délibéré. Parce que la République islamique aujourd'hui tient que par la force létale. Oui. Parce que l'ordre a été donné. Parce qu'ils savent que s'ils ne tuent pas, ils vont tomber. Donc c'est pas par maladresse qu'ils tirent, c'est un choix de tuer aujourd'hui. Les manifestants sur le fait que ce soit les gardiens ou pas, il y a un blackout. Donc je ne sais pas quelles sont les informations, mais je pense quand même que c'est les gardiens, c'est avec leur feu vert, notamment dans des zones comme les zones à majorité kurde, on sait que c'est les gardiens qui sont à l'œuvre dans la répression. Mais, tout à fait. Sur la question sur les fissures, c'est une question très intéressante parce qu'on pose souvent cette question. Est-ce que la fissure est nécessaire au sein de l'appareil militaire et policier, sécuritaire pour la chute du régime, in fine? Oui, mais c'est une question très délicate. Vous savez, pour qu'il y ait fissure, il doit être sûr que ça va marcher. Pourquoi? C'est une situation de 0 ou 1. Ça passe ou ça casse. S'il y a des militaires iraniens, des gardiens qui se retournent contre le régime et ça ne fonctionne pas, on ne va pas aller leur dire que ce n'est pas bien ce que vous avez fait. C'est l'exécution pour eux et pour leur famille. Donc en fait, le régime aujourd'hui tient par la force létale en tuant les manifestants, tient par la peur qu'elle a su instaurer dans différentes divisions, on va dire, du régime. Et si à un moment il y a une fissure, ça sera plutôt au sein de l'armée régulière et je ne pense pas au sein des gardiens qui sont vraiment le bras idéologique de la République islamique. Delphine, où en est le mouvement exactement, là, actuellement? Est-ce qu'on a l'impression qu'il s'essouffle ou qu'il perdure? Est-ce qu'il y a des armes maintenant aussi dans l'insurrection? Est-ce qu'elles ont été envoyées de l'extérieur? C'est ce qu'on peut entendre et lire dans certains quotidiens. Alors, au jour d'aujourd'hui, ça commence à se tasser. Parce que c'est vrai que la peur prend le dessus. Il y a beaucoup de familles qui sont débordées, qui passent leur journée à essayer de trouver, à avoir des nouvelles de leurs proches. Où sont-ils passés? Est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'on va les retrouver dans des morgues? La peur prend le dessus. Donc c'est vrai que, en l'occurrence, là, l'équilibre de la force, il est revenu du côté de... En faveur du régime. En faveur du régime, exactement. On sent qu'il y a une consolidation en place. On a des images qui ont circulé aujourd'hui où on voyait dans la capitale Téhéran des convois avec des mitrailleuses. Donc, évidemment, c'est impressionnant. Les témoignages que j'ai, encore une fois, indirectement, qui me reviennent, c'est que toutes les villes sont quadrillées. Donc, vous êtes placé sous haute surveillance. Il y aurait même des drones qui voleraient au-dessus des habitations à Téhéran. D'une intervention militaire extérieure qui s'installe de plus en plus. On entendait régulièrement le mot de possible guerre civile. Est-ce que c'est plausible? Alors, il y a déjà eu ces derniers jours, moi, avant que les communications ne coupent, jeudi, j'avais des témoignages, notamment dans la région de Shiraz, où les gens me disaient, cette fois-ci, on sort dans la rue, mais on sait qu'ils risquent de nous tirer dessus, donc pour nous défendre, on sort avec nos fusils de chasse. Ce qui explique aussi l'importance des victimes du côté des forces de répression. Je pense qu'il y a eu des moments d'insurrection dans certaines villes. Malheureusement, on n'a pas encore d'image parce que voilà, tout est coupé. Mais je pense que c'est des éléments qui vont nous parvenir dans les jours à venir. Mais non, quand Trump dit prenez le contrôle des institutions, est-ce que concrètement c'est possible actuellement de la part des manifestants, des résistants? C'est un peu facile depuis l'extérieur de dire allez-y, faites-vous tuer. Pahlavi Junior vient de dire cela aux gens, mercredi, jeudi dernier, allez-y, manifestez sans protéger ces gens. Et donc, c'est facile de dire, et ils se sont fait tuer en masse à partir de mercredi, jeudi, parce qu'il y avait justement quelqu'un d'extérieur qui leur disait, allez-y. Les Iraniens sont assez forts pour savoir le drame qu'il y a, ils n'ont pas besoin de secours extérieur. Et quand Trump aujourd'hui dit, allez-y, je vous soutiens,
je vous soutiens, j'irai porter des fleurs au cimetière sur vos tombes. C'est un peu cynique et un peu inadmissible d'utiliser, d'exploiter la réelle révolte et potentiel révolutionnaire de tous les Iraniens qui en ont assez pour des objectifs qui sont soit israéliens, soit américains, mais en aucun cas au service des Iraniens. Alors c'est vrai qu'il y a une tentative de manipulation, d'instrumentalisation de l'étranger, mais je tiens à préciser, parce que c'est des Iraniens de l'intérieur dont on parle, je tiens à préciser qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur demande de sortir dans la rue pour aller manifester. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est encore une fois jeudi, avant que les lignes ne soient coupées, ce jeudi soir où il y a vraiment eu le gros des manifestations, c'était impressionnant, tous les témoignages, les gens que j'avais au téléphone qui me disaient qu'ils ressortaient dans la rue pour la première fois depuis des années, dont un jeune par exemple de Shiraz, 19 ans, qui avait été arrêté en 2019 lors de précédentes manifestations, qui avait été torturé en prison et qui osait à nouveau sortir dans la rue. Et pas seul, il a emmené dans son sillage toute la famille. Vous aviez des personnes âgées en chaise roulante, tout comme des femmes enceintes. Vous aviez vraiment une grande partie de la société qui était dans la rue ce soir-là. Et de façon très pacifique. Évidemment, tout le monde s'interroge sur l'après. Éventuellement, si le régime chutait, et parmi les personnalités du régime qui seraient susceptibles d'assurer une transition politique, il y aurait l'ancien président iranien Hassan Rouhani, considéré comme un réformateur, et qui s'était fait élire pour la première fois en 2013. C'est l'archive du jour, regardez. Monsieur Hassan Rouhani a recueilli plus de 18 millions de voix, soit la majorité absolue. Il est élu président. C'est le 11e président de la République islamique d'Iran. Hier encore, en allant voter avec son fameux turban blanc, il n'imaginait pas un tel score. Hassan Rouhani a 64 ans, il est marié, père de 4 enfants. C'est un religieux modéré qui a un long passé de responsable politique. Ce sont les jeunes, les mécontents, une bonne partie du mouvement vert qui lui ont apporté leur soutien. Pour être honnête, moi je vote uniquement pour faire barrage aux ultra-conservateurs et pour élire Hassan Rouhani. Reste à savoir si cet enfant du sérail, surnommé tchèque diplomate pour ses talents de négociateur, saura combler les attentes de ceux qui l'ont élu. Celui qui s'est donné cette clé comme symbole de campagne veut ouvrir la porte à toutes les solutions. Farid Vaïd, quid d'une transition négociée justement avec la possibilité d'un modéré? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager? C'est hors sujet. De parler aujourd'hui des réformateurs, c'est ne pas comprendre ce qui se passe en Iran. Aujourd'hui, les Iraniens ne veulent plus une réforme. Les réformateurs étaient plus au pouvoir en Iran que les conservateurs, si on prend la durée du règne de l'ayatollah Khamenei. Ils sont tournés à la page de l'islam politique. Et quand on dit réformateur, c'est un mot noble en français, ce n'est pas un progressiste. Il n'est pas contre l'islam politique, il n'est pas pour les droits des LGBT, il n'est pas contre une politique antisémite, anti-israélienne. Donc, c'est hors sujet. Après, ça peut être peut-être une porte de sortie dans la tête de certains gardiens pour sauver leur peau. Mais juste pour revenir sur l'autre question qui est beaucoup plus importante, sur aujourd'hui. Dès que les manifestants sont sortis, ils se sont fait tirer dans la tête. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La vraie question, c'est l'intervention ou pas américaine. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas connu pour être un va-t-en-guerre, mais le président des États-Unis, la première puissance du monde, a dit plusieurs fois que s'il y a répression des manifestations, on va réagir. S'il ne réagit pas qu'il devrait ou c'est une bonne chose, mais s'il ne réagit pas, quel message ça envoie au régime? Quel message ça envoie à la population iranienne? Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, à l'intérieur de l'Iran, il y a quand même une forme d'attente. Si, monsieur le professeur, il y a une attente d'une intervention militaire américaine. Ça ne veut pas dire que les gens, ils attendent de se faire bombarder, évidemment, dans la rue. Ça peut être des frappes ciblées, ça peut être des frappes contre des casernes, ça peut être des frappes contre des bases endroits stratégiques. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas, aucune réaction américaine, les Iraniens, ils vont quand même se sentir très seuls. Pas d'accord, Bernard. Il est certain que les choses sont compliquées, personne ne peut dire l'avenir. Mais une attaque américaine, comme avait été l'attaque israélienne au mois de juin, a donné un sursis au régime pendant quelques temps, qui a fait une réaction nationaliste. Les gardiens de la Révolution qui étaient écrasés... Ça a ressoudé une forme de nationalisme? Provisoirement, oui. Qui a été repris encore par le régime, qui n'arrête pas de parler du peuple iranien, parce qu'il sait très bien qu'il est en danger et que l'islam, ça ne paye plus. Donc aujourd'hui, c'est bien clair, un Rouhani est très sympathique, peut-être, mais il n'a pas la force de pouvoir contrôler un pays qui aurait fait des milliers de morts 15 jours avant. Et donc, ce n'est pas de ce côté-là, à mon avis, qu'on peut trouver des alliés. Mais que les fissures à l'intérieur du système, des gardiens de la Révolution, on en parlait, du clergé aussi. Il y a encore des musulmans en Iran, ça existe encore. Tuer dans la foule, c'est contre l'islam. Il y a des bons musulmans chez les mollahs qui voudraient aussi quitter le bateau avant qu'il ne coule, qui pourraient dire « je suis opposé à cela ». Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que les divisions à l'intérieur du système sont là. Il faut prendre le pouvoir, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens capables de prendre le pouvoir, mais il faut pour contrôler à la fois
les gardiens de la Révolution, ce n'est pas rien, et le clergé, et surtout répondre aux attentes de la population. Et alors, cette attente de la population, Delphine Mounier, est-ce que l'intervention extérieure, qu'est-ce qu'ils en disent là aussi? C'est fou, encore une fois, pour revenir à l'état de désespoir dans lequel sont les Iraniens. Nous sommes les premiers surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Ils nous appellent tous au secours en nous disant dites à Trump d'appuyer sur le bouton et d'attaquer l'Iran. Ils sont au pied du mur, parce que de toute façon, ils savent qu'ils sont condamnés à mort. Vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça va laisser des séquelles à jamais. Il y a des noms qui ont été pris, il y a des images qui ont été... Les gens sont identifiés. C'est-à-dire la répression serait plus forte si jamais il n'y a pas d'intervention. Je crois qu'on n'a pas conscience aujourd'hui de ce qui est en train de se passer en Iran. Et c'est vrai, comme le disait Farid, c'est-à-dire que Trump a tellement surenchéri sur cette question-là. Si on doit faire une comparaison régionale, souvenez-vous quand Barack Obama, après les attaques chimiques en Syrie, il avait promis de venir... Mais ensuite, il a évoqué la ligne rouge. Et finalement, cette ligne rouge, elle est partie en fumée. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un Bachar al-Assad. Souvenez-vous, c'était en 2013. Et donc, pendant 10 ans, Bachar al-Assad s'est maintenu au pouvoir avec une machine à tuer et à torturer et à exterminer sa propre population. Pourquoi? Parce que c'était comme un blanc-seing pour lui. Il a continué à agir en toute impunité. Donc, quand on voit les précédents de l'histoire, évidemment qu'on ne peut pas comparer ces deux pays, et évidemment qu'on n'est pas pour la guerre, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose, que ce soit des frappes ciblées, que ce soit des sanctions. Souvenez-vous, c'est ce que l'Europe dit. Le Parlement européen continue, désespère à mettre la pression pour que les gardiens de la Révolution soient placés sur la liste des les gardiens de la Révolution vont avoir leur compte en banque bloqué, etc. Le problème est beaucoup plus grave aujourd'hui. De remplir les ambassadeurs, de remplir le centre diplomatique, c'est du cinéma par rapport au drame qui se joue actuellement en Iran, les rapports de force. Et donc, oui, une des clés du problème, je vais me faire insulter, mais c'est effectivement que le fameux accord de 2015 sur le nucléaire avec les Américains. Et aujourd'hui, les Américains étaient prêts à signer hier après-midi. Aujourd'hui, vu les massacres, il n'est pas question de le faire. Donc, il n'y a pas de solution de transition, ne peut pas pacifier la situation pour que les Iraniens s'en sortent un petit peu. Donc, la solution est dans les mains de Trump. Bombarder, ça risque de faire le désordre dans la région. En Israël, ils ont peur du bombardement. À Qatar, en Arabie Saoudite aussi. Et à mon avis, du point de vue des Iraniens, ce n'est pas un cadeau à leur faire. Et la dernière solution, l'hypothèse Reza Pahlavi, qu'est-ce que ça vous inspire? Qui se propose? Il existe une dynamique autour de lui. Ça serait intellectuellement malhonnête de dire qu'il n'y a pas... je pense qu'il y a... Non. Mais je pense ça ne veut pas dire aujourd'hui, la dynamique autour de Reza Pahlavi, ça ne veut pas dire que la majorité des Iraniens sont pour le retour d'une monarchie absolutiste. Ils voient en lui un potentiel leader d'une transition vers un Iran démocratique. Avec le drapeau israélien à la main. On en reparlera. À condition que les autres voix soient entendues. N'oublions pas les voix ethniques, les Kurdes, les Baloutches et les voix de l'opposition de l'intérieur qui se trouvent encore aujourd'hui derrière les barreaux de la prison des Merci à tous les trois. Merci d'être venus débattre et nous éclairer.